Imaginez un instant la scène. Un athlète de 500 kilos lancé au grand galop qui absorbe des tonnes de pression à chaque foulée. C'est une mécanique qui est magnifique à voir, vraiment. Ouais, magnifique, super fluide et surtout hyper puissante. Et pourtant, sous la surface, à l'intérieur même de ses articulations, cet athlète est littéralement en train de réduire ses propres cartilages en poussière. C'est le côté très sombre de cette biomécanique, en fait. L'os commence à se fissurer, un vrai chaos chimique s'installe, mais voici la partie la plus glaçante de l'histoire. Son cerveau n'en a absolument aucune idée. Zéro signal. Zéro signal d'alarme, zéro douleur. C'est le paradoxe absolu de la biologie équine. Et c'est ce qui rend ces pathologies si redoutables, en fait. Parce qu'on associe toujours les dommages physiques à une douleur immédiate. On se coupe, on a mal. Bah oui, c'est logique. Mais dans le monde des affections articulaires dégénératives chez le cheval, la destruction, c'est un tueur silencieux qui travaille complètement à huis clos. Et donc, aujourd'hui, notre mission pour cette nouvelle exploration, c'est de plonger tête la première dans cette tragédie invisible. On a du pain sur la planche. C'est clair. On a devant nous une pile de documents vétérinaires super pointus, des analyses cliniques détaillées sur la dégénérescence articulaire équine. On va décortiquer exactement comment les os et les cartilages de ces animaux se désintègrent. Et surtout, pourquoi ça arrive? Exactement. On va comprendre cette mécanique de l'ombre. Pourquoi ce processus avance masqué jusqu'au point de non-retour? Et pour bien comprendre ce qui se passe sous le capot, il faut vraiment complètement oublier l'image de l'articulation comme une simple charnière de porte qui manquerait d'huile, quoi. Pas de dégrippant ici. Non, pas du tout. Les sources qu'on analyse dépeignent l'articulation comme un écosystème microscopique hyper actif. Une vraie zone de guerre biochimique où chaque cellule joue un rôle critique. Le document segmente d'ailleurs la chute de cet écosystème en 4 étapes cliniques implacables. Alors, entrons dans ce mécanisme. L'étape 1, d'après nos sources, elle est définie comme le dysfonctionnement des chondrocytes. Oui, À première vue, on se dit que chez un cheval qui travaille dur, qui saute, qui court, il finit logiquement par user ses articulations par simple friction mécanique. alors la friction joue un rôle, bien sûr, mais ce n'est que le déclencheur d'une cascade bien plus complexe. Les chondrocytes, pour faire simple, ce sont les ouvriers de la maintenance. D'accord. Ce sont les seules cellules vivantes à l'intérieur du cartilage articulaire. En temps normal, elles synthétisent de nouveaux matériaux pour garder le cartilage souple et solide, et elles nettoient les déchets. Elles maintiennent la maison en ordre, quoi. Le ménage est fait. Voilà. Mais quand le stress mécanique devient trop important ou qu'il y a une inflammation locale persistante, ces cellules paniquent complètement. Et du coup, elles arrêtent de faire la maintenance. Pire que ça, elles changent de camp. Ah ouais? Ouais, elles entrent dans un état catabolique, c'est-à-dire qu'elles se mettent à relâcher des enzymes spécifiques, des métalloprotéinases. Et ces enzymes ont une seule fonction, dissoudre les tissus environnants, Attends, donc elles détruisent leur propre maison? littéralement. Les chondrocytes se mettent à dévorer la matrice extracellulaire qu'ils sont censés construire et protéger. C'est vraiment une autodestruction orchestrée de l'intérieur. C'est un truc de fou. Et c'est ce qui déclenche immédiatement l'étape 2 de nos documents, la dégradation de la matrice. En lisant l'explication biochimique de cette matrice, l'image qui m'est tout de suite venue, c'est celle d'une éponge de cuisine. C'est une très bonne image. Une éponge neuve, tu vois, qu'on vient de sortir de l'emballage. Elle est pleine de petits pores, elle attire l'eau, elle est bien gonflée et élastique. Si on appuie très fort dessus, elle s'écrase pour absorber le choc. Puis elle reprend instantanément sa forme. Tout à fait. Et ben c'est ça, le rôle de la matrice, avec son collagène de type 2, et surtout ses protéoglycanes. L'analogie est parfaite parce que les protéoglycanes, ce sont des molécules qui agissent comme de puissants aimants à eau, en fait. Ils attirent et retiennent le liquide à l'intérieur du réseau de collagène. C'est ça qui donne au cartilage sa formidable capacité d'amortissement sous des charges extrêmes. Sauf que, à l'étape 2, sous l'assaut des enzymes libérées par les cellules paniquées, ce beau réseau se brise, les fameux aimants à eau dont tu parles, les protéoglycanes, sont détruits et disparaissent. Exactement. Donc notre belle éponge neuve perd sa capacité à capter l'eau. Elle s'assèche complètement, elle s'amincit, elle devient rigide, et si on essaye de la plier ou d'appuyer dessus maintenant, elle rebondit plus, elle se fissure et se déchire, quoi. L'amortisseur physique n'existe tout simplement plus, et quand cet amortisseur se fissure, des micro-fragments de cartilage mort commencent à se détacher et à flotter librement dans l'articulation. Ce qui nous amène à l'étape 3. C'est ça, la tempête inflammatoire ou synovite. Toute l'articulation est tapissée par une poche, la membrane synoviale.
Quand cette membrane détecte ces débris flottants et qu'elle subit la friction d'un cartilage asséché, elle lance une alarme générale, mais de manière totalement disproportionnée. Le document liste un véritable arsenal chimique ici. Interleukine 1, interleukine 6, TNF-alpha, oxyde nitrique, prostaglandine E2. Franchement, ça fait peur. Mais au-delà des noms complexes, que font réellement ces substances? Comment ça aggrave la situation concrètement? Il faut voir ces molécules, ces cytokines, comme des signaux d'alarme qui deviennent des boulets de démolition. Des boulets de démolition. D'accord. Elles crient aux cellules environnantes que le tissu est endommagé et qu'il faut le déblayer. L'interleukine 1, par exemple, va ordonner aux chondrocytes restants de produire encore plus d'enzymes destructrices, tout en bloquant toute tentative de reconstruction. Donc c'est un cercle vicieux. Complètement. Le corps essaye de nettoyer le problème, mais en réalité, il dissout le cartilage encore plus vite. Et la membrane synoviale réagit aussi physiquement, non? En produisant énormément de liquide, je crois. Oui, c'est sa tentative désespérée de diluer cet incendie chimique et de lubrifier une mécanique qui grince. La membrane surproduit du liquide synovial, un liquide qui est d'ailleurs de très mauvaise qualité à ce stade, c'est ce qui cause l'épanchement articulaire. L'articulation gonfle visiblement de l'extérieur. Ce qui nous précipite direct vers l'étape 4, l'impact osseux. Le cartilage, aminci, séché et rongé par les produits chimiques, finit par céder. Il n'y a plus de coussin. Voilà, donc toute la force mécanique de la foulée du cheval traverse le vide et frappe directement l'os en dessous, l'os sous-chondral, et cet os, qui n'a jamais été conçu pour encaisser des impacts directs, subit des micro-fractures. Il déguste. Ah ça oui. Il essaie de se défendre en se densifiant massivement, c'est ce qu'on appelle la sclérose. Il développe des kystes à l'intérieur de sa structure et il crée des excroissances sur les bords, les fameux ostéophytes ou épérons osseux. En gros, l'os essaie littéralement d'élargir sa surface pour mieux répartir la pression qui l'écrase. C'est une adaptation mécanique d'urgence. Et c'est précisément ici qu'intervient la révélation la plus troublante de tout ce dossier pour moi. On parle depuis un moment de destruction tissulaire, de tempêtes chimiques, de fissures, d'os qui encaissent des chocs énormes. Et logiquement, on se demande pourquoi le cheval ne s'arrête pas avant que l'os ne soit touché. Et la réponse est dans l'anatomie pure. Exactement. Le cartilage articulaire n'a aucune innervation, zéro nerf. Il est biologiquement aveugle et muet. C'est le drame clinique par excellence. Durant les étapes 1, 2 et 3, pendant que les cellules s'autodétruisent, que la matrice s'assèche, se déchire et que l'inflammation dissout les tissus, le cheval ne ressent strictement aucune douleur liée au cartilage. C'est fou, ça. Aucun signal de souffrance ne remonte au cerveau. Continue de s'entraîner, de sauter des obstacles, d'atterrir lourdement sur ses antérieurs, détruisant son articulation un peu plus à chaque seconde, dans l'ignorance totale de son propre système nerveux. C'est exactement ça. La boiterie franche, la véritable douleur mécanique, n'intervient qu'à l'étape 4. Quand l'os est touché. Oui, parce que l'os sous-chondral, lui, est extrêmement riche en vaisseaux sanguins et en terminaisons nerveuses. Quand le cartilage disparaît et que la pression frappe l'os à nu, la douleur est foudroyante. Mais cliniquement parlant, quand on en arrive à ce stade de douleur visible, la bataille est déjà perdue. C'est trop tard. Le coussin est détruit de manière irréversible. L'alarme a sonné beaucoup trop tard. Mais tout ce processus d'usure et d'inflammation au fil des années et des milliers de kilomètres parcourus, ça explique bien la dégénérescence chez un cheval adulte qui a beaucoup travaillé. Pourtant, nos sources abordent ensuite une autre dimension de la maladie. Et là, ça remet tout en question. Ah, les jeunes chevaux ? Voilà. Comment expliquer qu'un yearling, un poulain d'1 an et demi, qui n'a pratiquement jamais été monté, qui passe ses journées au pré, puisse se retrouver avec des articulations dans le même état de dévastation? La théorie de l'usure mécanique s'effondre complètement ici. Complètement. C'est ce qu'on appelle une maladie orthopédique du développement. Chez le jeune cheval en croissance, l'articulation ne s'use pas. Elle échoue à se construire correctement. C'est un défaut de fabrication en quelque sorte. C'est ça. Le cœur du problème s'appelle l'ossification endochondrale. Pour qu'un poulain grandisse et que ses os s'allongent, son corps produit des modèles en cartilage aux extrémités des os. Ce cartilage est ensuite censé se calcifier, se transformer progressivement en os durs et solides, laissant juste une fine couche de cartilage articulaire lisse en surface. Mais dans ces pathologies, cette transformation déraille.
Le document utilise 2 termes pour décrire ce déraillement. L'OC, l'ostéochondrose, et l'OCD, l'ostéochondrite disséquante. Si on décortique ça sur le plan biologique, quelle est la mécanique de cet échec, hein? Dans le cas de l'OC, le processus d'ossification s'arrête prématurément sur certaines zones. Le cartilage ne se transforme pas en os, donc il continue de s'accumuler et devient anormalement épais. Ce qui pose un problème de nutrition pour le cartilage lui-même, non? Exactement. Le problème, c'est que le cartilage n'a pas de vaisseau sanguin, il se nourrit uniquement par diffusion à partir du liquide synovial. Quand la couche devient trop épaisse, les nutriments n'arrivent plus à traverser pour atteindre les cellules les plus profondes. Elle meurt de faim? Elle meurt d'asphyxie, oui. On obtient donc une zone de cartilage nécrosée, morte, qui crée une énorme fragilité structurelle juste au-dessus de l'os. Et c'est là que l'OCD, avec le fameux D pour disséquante, entre en jeu. La fragilité est telle que, sous le simple poids du poulain qui marche ou qui joue, ce morceau de cartilage mort et de l'os, en dessous, finissent par se fracturer et se détacher de la surface. C'est l'évolution logique du défaut structurel, ouais. Il faut d'ailleurs souligner le terme clinique fascinant, utilisé par les vétérinaires pour décrire ces morceaux détachés, les fameuses souris articulaires. Oui, les ratoines articulaires dans certaines littératures. On parle de fragments libres de cartilage ou d'os qui flottent et migrent à travers la cavité articulaire de l'animal, se coinçant dans les replis de la membrane, agissant un peu comme des graviers dans l'engrenage parfait d'une montre suisse. L'image est brutale mais très précise. Et ça déclenche évidemment cette fameuse tempête inflammatoire de l'étape 3 dont on a parlé tout à l'heure. Mais c'est là que je dois vraiment t'arrêter et contester l'un des points du document, sur les causes de ce déraillement. Je t'écoute. Génétique, traumatisme, croissance fulgurante, bon, d'accord. Mais la partie sur la nutrition, Le texte soutient sérieusement qu'une alimentation trop riche en énergie ou un déséquilibre en phosphore donné par le propriétaire pour engraisser le poulain, ça provoque la destruction de ses propres articulations. Ça semble être un non-sens évolutif absolu. C'est contre-intuitif, oui. Pourquoi donner à un corps en pleine croissance la meilleure nutrition, une vraie abondance de ressources, le conduirait-il à saboter son propre squelette ? C'est un point de friction majeur, en effet, et ça va totalement à l'encontre de l'intuition humaine. Dans notre esprit, l'abondance est synonyme de santé. On veut voir un poulain bien rond, musclé, imposant. Bah oui, un beau bébé quoi. Mais la biologie osseuse ne fonctionne pas comme un compte en banque où plus on dépose d'énergie, plus on s'enrichit. Le squelette d'un jeune cheval a un rythme biologique maximal de minéralisation. Si on sature ce poulain de calories, son système endocrinien accélère la croissance des tissus mous et des muscles à une vitesse fulgurante. Il devient lourd trop vite. Exactement. Il prend une masse considérable. Mais le processus chimique qui transforme le cartilage mou en os dur, lui, il peut pas aller plus vite. Le rythme est bloqué. Ah, je vois le problème. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec la masse et le poids d'un cheval presque adulte, supporté par des fondations en cartilage encore immatures et spongieuses. La structure s'effondre sous son propre poids. C'est dramatique. Et pire encore, l'excès de phosphore, souvent présent dans les concentrés donnés pour accélérer cette croissance, bloque chimiquement l'absorption du calcium dans les intestins. Sans calcium, la minéralisation de l'os s'arrête net. Les bonnes intentions du propriétaire court-circuitent directement le développement du poulain. C'est une architecture qui s'effondre avant même d'être construite, quoi. Et ça vise spécifiquement les grandes articulations porteuses, comme le jarret, le grasset et les boulets. Mais ce qui complique encore la tâche, ce sont les signes cliniques. Le diagnostic n'a vraiment rien d'évident. Non, c'est extrêmement ambigu en fait. On se retrouve face à un poulain qui présente un épanchement synovial énorme, une articulation qui a doublé de volume. On pourrait s'attendre à ce qu'il hurle de douleur si on y touche, ou que l'articulation soit bouillante à cause de l'inflammation. Bah oui, visuellement c'est impressionnant. Mais paradoxalement, c'est froid. Et il n'y a souvent aucune réaction douloureuse majeure à la palpation. La boiterie elle-même est trompeuse, d'après les rapports qu'on a. Le cheval peut marcher normalement, puis se mettre à boiter lourdement s'il est poussé au trot ou s'il tourne sur un cercle serré. Tout simplement parce qu'une souris articulaire vient soudainement de se coincer au mauvais endroit. Tout à fait. Il faut vraiment passer par la radiographie pour enfin voir le désastre. La ligne lisse de l'os qui s'effondre et ces fragments fantômes flottant dans le vide articulaire. Ce qui souligne à quel point l'investigation vétérinaire doit être précise et aller bien au-delà des apparences extérieures. Et cette démarche d'investigation, ce vrai travail de détective privé de la médecine, ça devient encore plus extrême quand on aborde les autres formes de dégénérescence chez le cheval adulte. On ouvre un autre chapitre là. Ouais. Le document passe en revue un spectre complet de pathologies chroniques.
Par exemple, l'ostéoarthrite, qui est le terme scientifique de l'arthrose, n'est en fait que l'aboutissement final, l'état chronique de ces 4 étapes de destruction cellulaire que nous avons détaillées au tout début. Mais il y a des processus beaucoup plus étranges. Absolument. L'arthrose, c'est la détérioration générale. Mais le corps peut aussi réagir par une surproduction chaotique, ce qu'on appelle l'exostose. Ce sont des processus prolifératifs où l'os pousse là où il ne devrait pas. Le document cite l'exemple de l'articulation interphalangienne proximale. Et la description est fascinante d'un point de vue clinique. On y décrit une exostose massive, donc une création d'os anarchique sur les bords de l'articulation, qui se produit simultanément avec une ostéolyse. C'est-à-dire la dissolution de l'os existant. Exactement, la dissolution et la mort de l'os existant, le tout combiné à une dégénérescence du cartilage central. C'est l'anarchie biologique la plus totale dans un espace de quelques centimètres carrés. Le corps crée de l'os et le détruit en même temps. C'est parce que le système de réparation est en boucle de rétroaction négative. Le corps détecte une instabilité, donc il produit de l'os pour la bloquer. Mais l'inflammation détruit l'os environnant, ce qui crée encore plus d'instabilité et le cycle s'emballe. Un enfer mécanique. C'est une dynamique similaire qu'on retrouve dans la spondylose, mais localisée dans la colonne vertébrale. Des ponts osseux, des éperons tentent de se former sous les vertèbres pour figer une zone douloureuse, soudant littéralement la colonne et détruisant toute la biomécanique du dos du cheval. C'est terrible. Mais s'il y a bien une pathologie qui pousse le diagnostic vétérinaire dans ses derniers retranchements, c'est celle qui clôture notre dossier aujourd'hui. La maladie dégénérative du naviculaire. Ah oui, le fameux os naviculaire. L'os naviculaire, ou sésamoïde distal, c'est un os minuscule, de la taille d'une petite navette, profondément enfoui à l'arrière du sabot. Mais son rôle biomécanique est critique. Il sert de poulie de renvoi pour le tendon fléchisseur profond du doigt. Ce tendon glisse en permanence sur l'os naviculaire, avec tout le poids du cheval qui appuie dessus à la réception d'un saut ou même juste au galop. Les forces doivent être incroyables. Les forces de compression et de friction sont astronomiques, oui. La dégénérescence de cet os entraîne des lésions érosives sévères sur le cartilage de cette poulie, menant à une douleur chronique invalidante. Le défi majeur ici, c'est que ce petit os est littéralement emprisonné à l'intérieur d'une boîte cornée complètement opaque, le sabot. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le palper ou appuyer dessus pour vérifier si ça fait mal. Le vétérinaire fait face à un mur. Il faut ruser. Et la méthode décrite dans les sources pour contourner ça est brillante d'ingéniosité. D'abord, ils utilisent des radiographies avec un angle bien spécifique appelé incidence skyline. Oui, l'incidence tangentielle en français. Comme les rayons X doivent traverser la corne super dense du sabot, une radio classique de profil ne montre pas grand-chose d'utile sur la surface de glissement. Ça sert à rien, quoi. Voilà. L'incidence skyline, elle, permet de projeter l'ombre du bord spécifique de l'os naviculaire sur la plaque, révélant les minuscules cratères et kystes causés par la dégénérescence. Mais voir un trou sur une radio, ça prouve pas que c'est ce trou précis qui cause la boiterie du cheval aujourd'hui. Il faut isoler la douleur. Et là, on rentre dans la haute précision, l'anesthésie diagnostique. Une technique redoutable. Le vétérinaire insère une aiguille à travers le pâturon, navigue à l'aveugle grâce à sa seule connaissance anatomique et va injecter quelques millilitres d'anesthésique locale directement dans la bourse naviculaire, la minuscule poche de lubrifiant collée à l'os. On attend 5 minutes, et si le cheval, qui boitait affreusement quelques instants plus tôt, se met à trotter de manière parfaitement fluide et symétrique, eh bien boum. La preuve irréfutable est là. Vous venez de désactiver le signal de douleur d'une structure de quelques centimètres. Si le symptôme disparaît, vous avez trouvé l'épicentre exact du problème, au millimètre près, et ça sans avoir ouvert le sabot. C'est vraiment un triomphe de la méthode scientifique face à une anatomie inaccessible. C'est clair. Quand on prend du recul sur l'ensemble des mécanismes qu'on a disséqués aujourd'hui, que ce soit la biochimie destructrice des chondrocytes, l'ossification ratée des jeunes poulains causée par des excès nutritionnels, ou ce vrai travail de détective pour isoler la douleur naviculaire, il y a une vérité fondamentale qui saute aux yeux. Laquelle ? La dégénérescence articulaire n'est pas un événement traumatique ponctuel. C'est un effondrement lent, hautement technique, mais surtout fondamentalement masqué. La biologie même de l'animal est programmée pour ne rien dire jusqu'à la catastrophe. Ce qui amène une réflexion beaucoup plus vaste, en fait, qui émerge assez naturellement quand on superpose toutes ces données scientifiques. Je t'écoute. Sachant ce que les documents viennent de nous prouver.
Sachant que toute la matrice du cartilage peut être dissoute par des enzymes et que des souris articulaires peuvent flotter dans l'articulation dans un silence neurologique absolu. Le fameux manque d'innervation. Exactement. Sachant que le signal d'alarme de la douleur n'est déclenché que lorsque l'os est attaqué et que la lésion est déjà structurellement irréversible, on doit légitimement s'interroger sur la manière dont on évalue le bien-être animal au quotidien. C'est-à-dire? Nos méthodes de terrain reposent presque exclusivement sur l'observation visuelle de la boiterie et de la souffrance apparente. Mais si la biologie nous dit que l'absence de douleur n'équivaut absolument pas à l'absence de destruction, nos standards de détection de la souffrance ne sont-ils pas systématiquement et tragiquement en retard sur la réalité des tissus osseux? Ah oui, c'est une question lourde de sens. Ça bouleverse complètement notre grille de lecture pour ceux qui nous écoutent et qui côtoient ces animaux. Ce calme apparent, cette allure athlétique fluide, n'est peut-être que le silence d'un système d'alarme qui n'a pas encore atteint le bon câblage, pendant que les fondations, elles, brûlent déjà de l'intérieur. C'est une remise en question totale. C'est une perspective radicalement différente sur la mécanique du vivant et une remise en question fascinante des signaux que l'on croit comprendre. Merci à tous d'avoir plongé dans ces eaux troubles avec nous aujourd'hui pour cette exploration approfondie. Gardez l'œil ouvert.